Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette séance de présentation du programme Récital. Donc, vous étiez une cinquantaine d'inscrits pour ce webinaire, donc merci de votre intérêt. Et puis là, je pense qu'on est déjà 30 participants. Alors, il y a quand même une équipe derrière, je ne suis pas seule à représenter le programme Récital. Du coup, je peux déjà vous expliquer un petit peu comment va se passer la séance. Donc, très rapidement, du coup, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis Mélodie Carati. Je coordonne le programme Récital pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, du coup, je fais pas ça toute seule, ce que je vous disais. Donc, il y a plusieurs personnes autour de la table, si je peux dire, qui m'accompagnent. Donc, déjà, j'ai 2 collègues. Donc, moi, je travaille chez Resacop. Il y aura un petit moment pour vous présenter ce qu'est Resacop dans la suite du webinaire. Et donc, j'ai 2 collègues qui sont avec moi connectés aujourd'hui, notamment une personne sans qui vous n'auriez pas reçu d'invitation au webinaire, vous n'auriez pas reçu le lien de connexion. Donc, Rouliane, je t'en prie, tu peux prendre la parole. Bonjour à tous, je suis Julian Velasquez, chargé de communication à Resacop et donc je serai la personne référente en fait sur toutes vos démarches liées à la com dans vos futurs projets. Ravi d'être parmi vous. Merci, Rouliane. Et puis, il y a également Élodie de Resacop qui est avec nous ce matin, enfin ce midi. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi, c'est Élodie Caillebono. Je suis basée à l'antenne de Clermont-Ferrand de Resacop et je suis chargée d'animation territoriale. Donc j'accompagne les acteurs situés en Auvergne, dans les 4 départements auvergnats. Et donc, dans ce programme Récital, il n'y a pas que des salariés Resacop qui travaillent, qui sont à l'œuvre. Du coup, il y aura également Cécile, si tu peux te présenter brièvement. Bonjour, Cécile Massé, je travaille pour les Francalisaires et je coordonne le réseau Jeunesse et Solidarité Internationale sur lequel on va revenir plus tard. Tout à fait. Faut patienter un petit peu. On crée le teasing, le suspense. Ensuite, Antoine, si tu veux te présenter. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors moi, je travaille au SCD, je coordonne le réseau LIDER, le réseau départemental Jeunesse Solidarité Internationale du Grand Lyon, qui est en charge du coup de déployer Récital sur notre territoire. Merci Antoine. Et enfin Estelle, qui représente notamment Arthur, qui n'a pas Effectivement. pu se joindre à nous. Estelle de Roman International, et donc on est deux là à être sur la région plutôt de Drôme-Ardèche, enfin sur le département de Drôme-Ardèche. On fait des actions de sensibilisation et d'accompagnement à la mobilité, et entre autres certains projets récitals. Voilà. Merci. Et puis il y a une personne qui est absente de notre équipe aujourd'hui, c'est Emma Sabatier, qui travaille au comité UFCV de la Loire, qui n'a pas pu se joindre à nous, mais on va faire le job sans elle, promis. Voilà, donc encore merci de vous être connectés aujourd'hui. Donc là, je vois qu'on est une trentaine de personnes connectées. Il y a des structures lauréates que je connais, certaines que je connais moins. Et puis, on a aussi quelques institutionnels qui sont connectés aujourd'hui. Je les remercie vraiment de participer, notamment des services déconcentrés de l'État, donc les SDJS, les services départementaux jeunesse, engagement et sport. Et donc, c'est un peu l'occasion aussi du coup, de présenter ce programme, non pas qu'à des structures qui peuvent bénéficier du programme. Donc, c'est super. On a aussi, je crois, quelques personnes, notamment de collectivités territoriales qui s'étaient inscrites. Je ne sais pas si elles sont présentes. Alors, quelques détails techniques, si ça vous va, après cette courte présentation.
on va enregistrer cette séance, notamment pour les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui se sont inscrites, mais qui voulaient vraiment avoir le replay. Et du coup, si vous souhaitez pas spécialement apparaître sur cet enregistrement, n'hésitez pas à couper vos caméras. Après, si vous prenez pas la parole, il n'y a aucune raison qu'on vous voit sur l'enregistrement. Ça, c'est la première chose. Je veux bien aussi, je vous invite à couper vos micros, c'est l'idéal. C'est pas qu'on veut vous brider dans votre prise de parole. Ce qu'on vous propose comme fonctionnement pour cette séance, c'est si vous avez des questions, notamment sur la présentation, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, notamment Élodie et puis également Antoine, Estelle et Cécile pourront répondre, surtout si vous avez des questions sur des spécificités sur les départements où vous vous situez. Et puis, si c'est des questions qui peuvent vraiment être intéressantes, et que ça peut prendre peut-être un petit peu plus de temps, on verra ça, on aura un temps à la fin de la séance. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à mettre toutes vos questions et puis mes collègues se chargeront On va trouver une solution pour vous répondre. Voilà. Est-ce que ça vous va de partir comme ça? Voilà, ça aura fait patienter les dernières personnes pour se connecter. Super. Et c'est parti. Alors. Donc, je vous disais, le programme là pour cette matinée, c'est assez simple en fait. L'introduction, on vient de la faire. L'idée, c'est aussi de vous présenter donc le programme Récital, puisque c'est un programme national, donc un petit peu pour vous donner des idées sur dans quel cadre ça s'inscrit. Et puis, évidemment, de vous expliquer comment ce programme va se déployer dans notre région. Et puis, comme je vous le disais, un petit temps d'échange à la fin, si nécessaire, s'il y a encore des choses pas suffisamment claires. Donc, comme je vous disais, c'est un programme national Récital ODD qui s'est déroulé finalement sur 2 précédentes phases. Donc là, c'est vraiment le lancement de la 3e phase. Moi, je suis chez Resacop depuis 1 an et demi, donc j'ai connu la fin de la phase 2 et seulement la fin de la phase 2. Donc c'est pour ça que je connais certains et certaines d'entre vous, mais pas tout le monde. C'est un programme qui est financé par l'Agence française de développement. Ça a son importance puisque je ne sais pas si tout le monde connaît vraiment à quel ministère est rattachée cette agence, mais en fait, cette agence est sous la double tutelle donc du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et aussi du ministère de l'Économie et des Finances. Je le précise puisque c'est vraiment c'est une agence qui contribue à la politique de la France en matière de solidarité internationale. Et donc, du coup, aussi en faveur des objectifs de développement durable qu'on verra tout à l'heure ensemble, qu'on détaillera un petit peu plus. Et puis, ça, c'est pour côté financement. Et en fait, au niveau national, ce programme est coordonné par la CIRMA. Donc, on va essayer d'être le plus explicite sur les acronymes. Accrochez-vous. La CIRMA, donc, c'est la conférence interrégionale des RRMA. Et donc, un RRMA, c'est quoi? Resacop est un RRMA. Et donc, il faut savoir que les RRMA, en fait, c'est depuis les années 1990 qu'ils se créent, en fait. Ils voient le jour depuis les années 90. Pour vous donner une idée, Resacop a quand même fêté ses 30 ans l'année dernière, alors que le dernier né, RRMA, est né il y a 3 jours, officiellement. Donc, c'est vraiment pour vous donner une idée, c'est en Guyane. Donc, c'est vraiment pour vous donner une idée de la diversité un petit peu. Donc, chaque RRMA a sa propre histoire et puis ses propres, s'adapte à son contexte. Mais en l'occurrence, ce qui est important pour vous de savoir, c'est que c'est un réseau donc au niveau régional, donc c'est bien un réseau régional, multi-acteurs dans le sens où vraiment on essaye de fédérer toutes les organisations, que ce soit évidemment des associations, que des collectivités territoriales, mais aussi, puisque les RRMA souvent ont quand même été ou sont créés à l'initiative de l'État, notamment parfois de collectivités territoriales. Donc il y a aussi des entreprises, des établissements médicaux, en tout cas qui agissent en lien avec l'international. Et spécificité aussi de notre réseau, c'est que quand on parle d'international, c'est pas n'importe quel international, c'est aussi important de l'avoir en tête. C'est pour ça que je l'ai écrit. Donc
notamment Afrique, Asie, Amérique du Sud, Europe de l'Est. Ça vous donne une idée, c'est-à-dire que globalement, l'Europe ne fait pas vraiment partie de notre périmètre d'action. Par contre, c'est vrai qu'on est un peu tous différents, les RRMA, vous le verrez, puisque chaque région a son RRMA, mais on a quand même des points communs, et qui sont notamment des missions socles, qui sont d'informer, d'accompagner, de fédérer les acteurs qui agissent à l'international. Et comme je vous le disais, c'est vraiment toute personne ou structure. Donc, il y a une diversité de structures qui se retrouvent dans nos réseaux. Et on a 2 objectifs qui sont de contribuer à la qualité des actions de coopération et de solidarité internationale, mais aussi de contribuer à l'ouverture des habitants de la région à l'international. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le programme Récital s'inscrit finalement. Donc, c'est dans ce 2e objectif. Et chez RESACOP, on a un pôle dédié à cet objectif-là, en fait, qui s'appelle le pôle éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale et jeunesse. Et donc, c'est un petit peu ce que je vais vous définir pour qu'on ait tous et toutes les mêmes bases. Je sais qu'il y en a qui sont très aguerris de la question, mais d'autres moins. Donc, ça fera une piqûre de rappel. Du coup, l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est quoi? C'est une démarche pédagogique et qui s'appuie sur un triptyque qui est de s'informer, comprendre et agir. Et cette éducation à la citoyenneté mondiale permet vraiment de comprendre les phénomènes mondiaux à l'origine des inégalités. Donc, elle permet forcément de développer un esprit critique, et puis de renforcer aussi cette conscience d'appartenir à une communauté humaine mondiale, et enfin de renforcer le pouvoir d'agir des citoyens en montrant de multiples façons de s'engager et d'agir pour le changement ici et là-bas, donc grâce à la solidarité internationale. Voilà, c'est des éléments de définition que vous retrouverez sur notre site internet pour vous y raccrocher. Évidemment, cette présentation vous sera envoyée et sera disponible après le webinaire. Pourquoi c'est important ces projets? En fait, ces projets, ils participent quand même à la mise en œuvre de politiques publiques et de nombreuses politiques publiques, évidemment jeunesse, mais pas que, démocratie, lutte contre les discriminations, mais aussi transition écologique. Ils sont reconnus aussi dans plusieurs, notamment dans certaines lois de programmation. Ils sont reconnus comme un moyen d'atteindre les objectifs de développement durable que l'on va vous présenter juste après. Et puis, tout simplement, ils permettent de vivre et d'expérimenter la solidarité internationale ici. Dans quel cadre on s'est dit que c'était intéressant aussi de proposer, de vous montrer dans quel cadre on peut faire de l'éducation à la citoyenneté mondiale. Bonjour. Micro non coupé. Ça peut être dans des cadres d'ateliers d'éducation populaire ou d'intervention scolaire. Aussi dans le cadre d'un projet de mobilité internationale, ça peut très bien se faire avant une mobilité pour justement travailler sur sa posture et puis avoir des clés de compréhension, ce qui va nous permettre de nous aider une fois arrivé sur place. Ça peut aussi être pendant le projet de mobilité internationale ou après pour continuer l'engagement sur des thématiques peut-être qu'on aura découvert, qu'on aura creusé. Et puis l'éducation à la citoyenneté mondiale peut aussi finalement s'expérimenter dans le cadre d'autres dispositifs, comme les chantiers de bénévoles internationaux, par exemple. Mais il y a sûrement d'autres dispositifs, et si vous avez des questions là-dessus, on pourra voir ça ensemble à la fin de la séance. Donc, l'idée, c'est que, après avoir présenté ce qu'était un RRMA de manière, c'est pas si évident que ça à présenter. En tout cas, je vous ai mis une vidéo. L'idée, c'est pas de vous la montrer maintenant, mais c'est une vidéo qui est assez, on va dire, on a tenté de vulgariser ce qu'est un RRMA. Donc, c'est un autre RRMA qui a fait cette vidéo. Vous pouvez regarder ça tranquillement si ça vous intéresse. Et donc, c'est bien les RRMA dans chaque région qui mettent en place qui déploient le programme Récital. En l'occurrence, c'est 12 régions et un département, même si, effectivement, il y a un département qui est les Yvelines. Et donc, forcément, chaque région va un peu déployer le dispositif selon ses spécificités. Les objectifs sont quand même communs, donc ça, c'est les objectifs communs.
il y en a plusieurs et aujourd'hui, on va pas forcément s'attarder sur tous ces objectifs-là. Enfin, on va essayer de vous montrer ce qui allait vous intéresser dans ce programme, mais ça vous donne quand même une idée, les objectifs assez larges qui sont de renforcer les initiatives des acteurs de la région en faveur des objectifs de développement durable et leur capacité à organiser donc la sensibilisation et la mobilisation des citoyens sur les grands enjeux mondiaux. Donc ça va être effectivement un petit peu votre rôle en tant que structure si vous êtes intéressé par le programme. Et puis il y a aussi une dimension d'amplifier l'impact, l'efficacité des initiatives de l'éducation à la citoyenneté mondiale, donc dans une logique multi-acteurs. Vraiment cette logique dans le programme de structurer le tissu associatif, de dynamiser aussi cette logique multi-acteurs et les partenariats sur les territoires. Et puis enfin, plus globalement, donc contribuer à l'ouverture au monde des citoyens et susciter l'engagement des plus jeunes, notamment des plus jeunes en tout cas, en référence à l'agenda 2030. Vous verrez, on fera un petit point sur cet agenda juste après. Ça, c'était pour la partie nationale. Donc nous, en région Auvergne-Rhône-Alpes, voici comment le programme s'articule. Donc il y a un comité de pilotage qui travaille sur la phase 3 de récital depuis le mois de janvier déjà. Et donc ce comité de pilotage, il est composé de 5 partenaires, donc Resacop dont je fais partie, avec Élodie et Rouliane, et puis aussi 4 réseaux départementaux, jeunesse et solidarité internationale, donc qui ont pris la parole pour celles et ceux qui étaient là dès le début tout à l'heure. Et du coup, je vais laisser la parole à Antoine, qui est un de ces RDJSI, vous présenter ce que c'est ces réseaux départementaux jeunesse et solidarité internationale. Merci Mélodie. Alors effectivement, c'est un peu la spécificité de la région Auvergne-Rhône-Alpes de s'appuyer sur ce maillage territorial que représentent les réseaux départementaux Jeunesse Solidarité Internationale. Alors, je n'étais pas là à l'époque, hein, mais pour vous faire un peu l'historique, les réseaux départementaux Jeunesse Solidarité Internationale, ils sont nés au début des années 2010 sous l'impulsion à la fois de Resacop et de la région qui avait vraiment cet objectif, encore une fois, de mailler le territoire de réseaux informels au niveau local, avec comme objectif, mission principale à l'origine, surtout de promouvoir les mobilités internationales des jeunes, notamment dans le cadre du déploiement du dispositif JSI, VVSI du FONJEP. Alors, ça a pas mal évolué depuis. On est un peu les derniers des Mohicans, j'ai envie de dire, en termes de réseaux locaux, puisque il y a eu des coupes, vous le savez, à l'arrivée de Monsieur Wauquiez à la région. Et ça n'a pas été simple de continuer à faire vivre ces réseaux informels, encore une fois, pendant toutes ces années. Aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait notre force au niveau régional, c'est vraiment justement ce maillage territorial avec des acteurs de proximité. Donc, comme je vous disais, l'échelon, c'est plutôt un échelon départemental. Comme vous l'a un peu expliqué Mélodie pour les RRMA, les RDJSI ont leur histoire, leur évolution propre et il y a évidemment des stades de développement, on pourrait dire, différents en fonction des territoires. Et en fonction de l'écosystème local aussi, c'est sûr que il y a des territoires qui sont peut-être plus propices au fonctionnement en réseau, d'autres, dû notamment à l'éloignement géographique, c'est plus compliqué de faire vivre ces réseaux. L'objectif, c'est de rassembler à la fois des structures jeunesse, des acteurs jeunesse, donc des acteurs qui accompagnent les jeunes et des organisations de solidarité internationale ou d'acteurs plus institutionnels. C'est vrai que les SDJES étaient aussi présents, je crois, dès l'origine dans la constitution de ces réseaux. De même, peut-être que certains acteurs comme les départements. La spécificité aussi de ces réseaux, c'est qu'ils sont coordonnés par une structure pilote qui, j'allais dire, un peu au quotidien, coordonne les activités du réseau. Voilà, donc c'est ça qui fait aussi un petit peu la spécificité. Je ne sais pas, Mélodie, si tu veux reprendre la parole ou continuer. Ok.
Alors sur les missions, effectivement, peut-être compléter là-dessus, c'est important. L'objectif de ces réseaux, c'est de développer l'engagement des jeunes en matière de SI sur le territoire régional, notamment en faisant les liens entre ce que vous a présenté Mélodie, l'éducation à la citoyenneté mondiale ou l'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, et bien sûr les questions de mobilité internationale des jeunes qui étaient, comme je vous l'expliquais, un peu à l'origine de la constitution de nos réseaux locaux. L'objectif, c'est aussi de permettre aux jeunes et aux structures qui les accompagnent d'avoir des interlocuteurs de proximité. On vous a pas dit ce que veut dire récital, je crois, mais dans l'acronyme, il y a vraiment cette idée d'une approche locale, donc qu'on soit au plus proche des acteurs, d'où cette idée de Resacop de s'appuyer sur les acteurs locaux que sont les RDJSI et leur tête de réseau. L'objectif aussi, c'est de faciliter l'accès à des ressources en information et en appui pour concrétiser l'engagement à l'international. Voilà, on arrive un peu, je pense, à la phase de présentation, Mélodie. Vous dire deux mots sur le réseau LIDER, du coup, qui est le réseau que je pilote au nom du SCD, qui réunit une quinzaine de membres au niveau local. C'est un réseau qui est assez actif, qui fonctionne bien. On fait pas mal de choses ensemble. Nos missions, c'est un peu les mêmes que ceux de RRMA finalement au niveau local, c'est-à-dire l'information, l'accompagnement, le renforcement des capacités des acteurs. Du coup, c'est le réseau LIDER et notamment le SCD qui accompagnera les structures du Grand Lyon, mais pas seulement. On a eu à cœur aussi de pouvoir proposer aux structures qui sont dans l'Ain d'avoir accès à cet accompagnement qui est proposé dans le cadre de Récital, voire à des financements qui est un peu la cerise sur le gâteau du dispositif. Donc du coup, je serai aussi en charge de piloter le déploiement du projet sur le territoire de l'Ain. Et peut-être je passe la parole à Cécile pour enchaîner. Alors, côté Isère, le réseau est resté RJSI, on n'a pas changé de nom au fil des années. Il y a une dizaine de membres, autant des associations d'éducation populaire, de solidarité internationale, et on a la chance, et c'est très intéressant aussi comme dynamique de réseau, d'avoir notre SDJS, le département et la ville de Grenoble qui font partie de ce réseau-là. Dans l'émission, je rejoins Antoine sur le type de mission que nous menons, c'est la même idée, et du coup, pour nous, ce sera le territoire de l'Isère qu'on accompagnera, des associations du réseau, pas du réseau, mais hors réseau également. Et ce sera probablement pas moi qui le fera cet accompagnement, mais quelqu'un d'autre des Francas de l'Isère. Je laisse la parole, j'imagine, à Estelle. Oui, je vais prendre la suite, merci. Du coup, nous, au niveau Drôme-Ardèche, on était jusque-là 2 têtes de réseau avec l'ADOS, qui s'est retiré de la tête de réseau en tout cas. Mais on continue d'être en lien. On est pas mal en lien avec des structures jeunesse et aussi des établissements médico-sociaux. Là, c'est peut-être aussi apporté par la particularité de notre asso Roman International, qui va vraiment accompagner ce qu'on appelle dans un certain jargon aussi des jeunes ayant moins d'opportunités. Donc avec handicap, isolement géographique, peu de certifications. Et c'est aussi des publics vers lesquels on peut proposer un accompagnement spécifique ou pas, mais en tout cas dans le cadre de Récital qui permet de pouvoir aller vers ces jeunes-là aussi. Voilà. Merci à tous les trois. Et donc, comme je vous le disais, donc, Emma Sabatier, qui est la coordinatrice du réseau Edmoji dans la Loire, est absente aujourd'hui. Globalement, ce qu'on peut dire de Edmoji, c'est qu'il regroupe vraiment des structures jeunesse. Donc, voilà, chacun a, comme on disait, a un peu ses spécificités en termes de fonctionnement et même d'acteurs, en fait. Alors, comment ça se passe pour les territoires où il n'y a pas de RDJSI? Eh bien, Resacop prend le relais
Donc Élodie, si tu veux en dire 2 mots. Oui, donc je vous le disais, moi je suis basée à Clermont-Ferrand et j'accompagne les acteurs auvergnats, donc de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de Haute-Loire et du Cantal, puisqu'il n'y a pas de réseau départemental ou régional sur notre territoire. On a des relais, notamment le département de l'Allier, la ville de Clermont-Ferrand. Mais en tout cas, c'est moi qui prendrai en charge du coup l'accompagnement des acteurs de ces 4 départements auvergnats. Et il en sera de même pour Mélodie, à qui je redonne la parole du coup. Oui, merci. Bah, effectivement, donc pour bien couvrir le territoire, ça faisait un peu loin pour Élodie aussi de couvrir la Haute-Savoie. Euh, du coup, non, moi je vais m'occuper donc aussi de certains accompagnements. Donc j'ai un peu la double casquette, si vous voulez. Je coordonne le projet au niveau régional, mais je suis aussi accompagnatrice par ailleurs. Et on a notamment lancé pour la Haute-Savoie justement, on a pu en fait intervenir dans le cadre d'un événement du SDJUS à la fin juin. Donc voilà, on commence aussi en tout cas, on a des liens qui se créent, même s'il n'y a pas de RDJSI avec ce territoire-là. Est-ce que on peut enchaîner? C'est bon? Donc, on en a un petit peu parlé là avec les témoignages des RDJSI. Effectivement, donc Récital ODD, c'est vraiment un programme global en fait d'accompagnement, de formation et finalement éventuellement de financement, mais l'idée c'est vraiment de faire monter en compétences les structures sur les sujets voilà, sur lesquels porte Récital. Donc il y a un accompagnement individualisé pour la mise en œuvre de projets d'éducation à la citoyenneté mondiale. Et donc le renforcement de ces compétences peut porter sur les ODD, le champ de l'éducation à la citoyenneté mondiale, mais pas que. Et à ce titre, du coup, comme c'est un accompagnement sur mesure, l'idée, c'est vraiment de s'adapter aux besoins des structures. Et donc, chaque RDJSI, chaque référent va un petit peu faire un diagnostic des besoins des structures qui sont intéressées pour rejoindre le programme et pour comprendre un petit peu, voilà, quels seraient les besoins pour monter un projet ou éventuellement aussi pour avoir accès à de la formation. Donc, ces formations peuvent être méthodologiques ou thématiques. Rouliane le disait aussi, on a aussi des compétences en communication, donc s'il y a besoin enfin en tout cas d'informations sur comment mieux communiquer, c'est aussi possible. Donc voilà, c'est assez large en fait comme type de besoin. Euh, le programme, il permet aussi des temps d'échange et de rencontres avec évidemment d'autres organisations engagées, notamment grâce à des séances de co-développement. Et puis, un événement régional est organisé dans le cadre du programme pour que justement il y ait un croisement qui puisse être effectué entre toutes les structures au niveau régional. Et comme je vous le disais, il y a un financement possible, mais vous allez voir que les enveloppes sont quand même voilà, assez restreintes, mais on verra ça juste après. Du coup, qui peut bénéficier de ce programme? Donc, il faut que les structures, faut vraiment que l'action se déroule en Auvergne-Rhône-Alpes et que la structure enfin, voilà, il faut que l'action, en tout cas, se déroule en Auvergne-Rhône-Alpes. Il faut que la structure, elle ait envie de monter en compétences. Comme je le disais, c'est un peu vraiment l'objet du programme Récital. Donc, pour les formations et les accompagnements, et tous les autres temps aussi de rencontres, c'est vraiment tout type de structure qui est visé par l'accompagnement de Récital. Donc ça peut être évidemment des associations, mais aussi pourquoi pas des collectivités et même des acteurs économiques. C'est aussi possible. Les formations sont en fait un peu ouvertes à la carte. Par contre, pour les financements, c'est un peu différent, puisque là, il faut effectivement que les structures aient un statut associatif, qu'elles soient enregistrées dans la région, mais il y a quand même d'autres possibilités, notamment pour des antennes locales qui ne seraient pas forcément enregistrées, mais qui existeraient sous la forme peut-être d'un collectif de bénévoles, ou aussi les juniors associations qui n'ont pas forcément non plus d'enregistrement dans la région,
comme je vous le disais, des collectifs d'associations ou même des collectifs multi-acteurs. Finalement, tant ces collectifs-là sont implantés dans la région, il y a une manière aussi d'accéder à des financements. Je rentre pas dans les détails à ce stade. En tout cas, sachez que c'est possible. On l'a déjà fait, donc moi, je sais que c'est possible. Il y a certains cas particuliers, je voulais mettre l'accent là-dessus parce que j'avais vu dans la liste des inscrits que certaines structures étaient enregistrées potentiellement en Savoie. Donc les structures en Savoie ne sont pas éligibles. Donc en fait, on a une couverture territoriale assez large avec 11 départements, mais finalement, la Savoie, les structures en Savoie, en fait, on vous invite à vous adresser donc au RDJSI, du coup, en Savoie, qui est coordonné par Pays de Savoie Solidaire. Et donc, il y a notamment un appel à projet dédié, en fait, du département qui sera lancé là, qui aura lieu entre mi-janvier et la fin mars 2026. Et donc, j'ai mis le contact de la personne qui peut vous accompagner là-dessus dans la slide. D'autres cas particuliers, notamment les précédents lauréats récital, j'en vois quelques-uns aujourd'hui. Du coup, donc sans problème pour bénéficier des formations, des accompagnements, participer au temps d'échange et de rencontres. Et donc c'est aussi possible de déposer un dossier de candidature pour cette phase 3 de récital, avec quelques conditions. Je pense qu'elles sont pas non plus, c'est des conditions un peu normales, je dirais. Faut vraiment que ce soit un nouveau projet, alors éventuellement des nouveaux publics. Ça peut être une prolongation du précédent projet, mais voilà, il faut qu'il y ait, en tout cas, peut-être, des nouvelles activités. Et puis, il faut aussi, que ça se soit, plutôt bien passé dans le cadre de la phase 1 et de la phase 2. Et nous, quand on dit bien passé, globalement, c'est que le projet, il a été clôturé, que les éléments de reporting ont bien été, soumis. Voilà, ça va être un peu les 2 conditions qui vont vous permettre de de prétendre à un financement pour la phase 3. Dernier cas particulier, parce que j'en vois aussi parmi vous, il s'agit des lauréats donc du programme européen Connect for Global Change que RESACOP coordonne aussi, mais c'est notre collègue Marie-Alexia qui coordonne ce programme. Du coup, encore une fois, pas de problème pour participer et bénéficier des formations, des accompagnements, les temps d'échange et de rencontres. Cela dit, pour les financements, il faut que vous sachiez que les demandeurs principaux ne sont pas prioritaires. Récital est vraiment, comme je vous le disais, fait pour renforcer des compétences, et donc c'est vrai que les subventions aussi octroyées dans le cadre de Connect for Global Change ont été étaient quand même pas du tout les mêmes enveloppes que sur Récital, comme vous verrez. Du coup, il y a un jury dédié pour les demandeurs principaux de Connect, où ce sera possible de déposer son dossier donc plutôt en fin d'année 2026, et sous réserve de fonds disponibles. Les co-demandeurs, en revanche, des lauréats Connect for Global Change peuvent soumettre un dossier de candidature. Et donc, comme je vous le disais, il faut quand même que ce soit aussi sous condition que ce soit un nouveau projet avec des nouvelles activités, des nouveaux publics. Toujours pas de questions, je continue, hein. Je vois pas de signe, super. Très bien. Alors, pour quel type de projet il est possible du coup de bénéficier soit de formation, d'accompagnement, mais aussi donc du coup de financement. Donc ça va être des projets de sensibilisation à un ou plusieurs objectifs de développement durable, mais dans leur dimension internationale. C'est important, j'ai l'impression de l'avoir déjà dit, mais je le redis. En fait, on cherche vraiment il y a aucun problème si vous êtes une structure d'éducation à l'environnement, d'éducation aux médias, il y a vraiment vous êtes tout à fait légitime pour candidater, du moment que vous intégrez cette dimension internationale dans le projet. Du coup, c'est ce que je dis juste après, voilà, faut que le projet permette de mettre en avant les enjeux globaux, les interdépendances mondiales, éventuellement celles aussi, entre les différents objectifs de développement durable. Il faut que ce soit à travers une démarche pédagogique, donc d'éducation à la citoyenneté mondiale. Et si vous n'êtes pas familiarisé avec ce type de démarche pédagogique, Récital est fait pour vous, puisqu'il y aura des formations dédiées. Et donc j'ai mis quelques exemples de projets. Ça peut être des actions d'animation, de sensibilisation, d'échanges de formation, mais aussi d'ateliers créatifs, de visites,
voilà, d'autres structures, de ressourceries par exemple. Et puis pourquoi pas la création, d'outils, mais il faut savoir que il y a énormément d'outils qui existent déjà, d'éducation à la citoyenneté mondiale. D'ailleurs, on a mis en place sur notre site internet, une page avec des ressources, donc n'hésitez pas à vous en saisir. Il y a beaucoup de jeux déjà prêts, hem et donc si votre projet, c'est de créer un nouvel outil, il faut vraiment que, bah, du coup, soit que ça serve, votre public bénéficiaire, heu et ou alors que vous cherchiez aussi à le diffuser. Et du coup, je vois Sandrine dans la salle et je me disais que ça pouvait être intéressant, donc Sandrine Delacour qui représente, l'association Solidarité Afrique, qui a bénéficié du coup, d'un financement dans le cadre de Récital. Et est-ce que tu veux nous dire 2 mots sur le type de projet du coup que vous avez mené et qui vous a permis d'avoir un financement? Oui, du coup, c'était en 2024, donc du 1er janvier au 30 juin 2024, on l'avait mis sur cette période, mais c'est un projet qui a perduré après. C'est un projet que les jeunes ont nommé sur la route du textile, et le but était de travailler sur les conséquences de la surconsommation textile, notamment ici en France, hein, et de pouvoir sensibiliser les jeunes qui se sont engagés sur ce projet pour qu'à leur tour, les jeunes sensibilisent le grand public. Donc, on a travaillé avec aussi bien les services civiques de l'association Solidarité Afrique que des partenaires. Donc, il y a des jeunes. Les jeunes, on les a captés via une communication qu'on a faite et puis des réunions d'information collective. Qu'on a communiqué auprès de nos partenaires jeunesse. Donc, on a travaillé avec des centres sociaux, notamment le centre social Laennec dans le 8e, avec la protection judiciaire de la jeunesse, avec le collège Maurice Leroux, avec des équipes de prévention spécialisées, des ducs de rue. Et au final, au départ, on avait projeté une vingtaine de jeunes et c'est 32 jeunes qui se sont vraiment engagés sur le projet. Et l'objectif, enfin l'objectif était vraiment de pouvoir déjà apporter des connaissances sur la thématique aux jeunes et qu'après ils puissent créer, mettre en place des activités de sensibilisation. Donc au départ, ces jeunes ont bénéficié déjà d'un atelier couture avec la manufacturette. Ils sont allés visiter la Maison des Canuts pour voir un peu les savoir-faire locaux. Ils ont été formés aux porteurs de parole pour qu'après, ensuite, eux-mêmes aillent animer des porteurs de parole dans l'espace public. Et donc, pendant 6 mois, et voire même après, il y a eu pas mal d'actions qui ont été faites sur des événements par ces jeunes. Et ça aboutit, du coup, il y a 6 jeunes qui sont partis en octobre 2024 en Côte d'Ivoire pour aller travailler avec des scouts qui avaient sensiblement le même âge, hein. C'était un groupe qui avait entre 16 et 25 ans, donc assez large au niveau de la tranche d'âge. Et ils sont allés en Côte d'Ivoire pour justement mesurer l'impact des déchets textiles qui sont envoyés des pays du Nord sur notamment un pays du Sud, la Côte d'Ivoire. Et, euh, et à partir de ce séjour de 15 jours qu'ils ont mené avec les scouts, et ces scouts ivoiriens étaient déjà des jeunes qui étaient engagés dans des projets environnementaux, et ça aboutit à une mini-série documentaire de 4 épisodes qui vient d'être terminée d'être montée là et qu'on va projeter bientôt, sur justement les interdépendances mondiales de la consommation textile ici en France. Voilà. Et du coup, Récital a participé. On a été soutenu par Récital pour monter ce projet en cofinancement, hein, parce qu'il y a eu aussi le FONGEP, hein, puisqu'il y a eu une mobilité internationale, et il y a eu aussi la ville et la métropole de Lyon au niveau de la direction des relations internationales. Voilà, mais Récital nous a permis, à côté de ça, de bénéficier de formations, notamment une formation sur les ODD, après une formation sur la communication, voilà. Et ne serait-ce que ça, c'était hyper intéressant de pouvoir
même nous en tant qu'acteurs, de pouvoir passer une journée à se remémorer et à approfondir ce que sont les ODD. Voilà, c'était vraiment très enrichissant et ça permettait entre acteurs jeunesse de pouvoir se rencontrer à nouveau ou se rencontrer et créer des partenariats. Tu veux que j'en dise plus, Mélodie? Ben, moi, ça me convient parfaitement, hein. En tout cas, c'était vraiment pour illustrer effectivement le fait qu'il faut vraiment jouer avec les dispositifs et que c'est ce que je vous rappelais aussi en introduction. Les projets d'éducation à la citoyenneté mondiale, ça peut vraiment faire partie d'un vrai parcours d'engagement pour Oui. les jeunes. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est ce que tu as fait. Vous avez sollicité d'autres dispositifs après Mm, mm. pour effectuer une mobilité internationale. Oui, puis c'est pas terminé parce que maintenant les jeunes du centre social l'ANEC prévoient avec nous, hein, enfin on les accompagne pour qu'ils partent au Bénin en 2026, toujours sur la même thématique pour aller voir la production de coton là-bas. Voilà, donc c'est au long cours en fait. Bien sûr. Mm, mm. Ah, c'est un apprentissage continu, hein, de toute Voilà. façon, donc c'est sans fin. Notamment, tu disais, donc Récital vous avez aidé pour en savoir plus sur les ODD. Justement, si vous êtes une structure qui fait plutôt de l'éducation à l'environnement, que la dimension internationale, c'est pas quelque chose que vous intégrez nécessairement dans vos activités jusque-là, euh, la page du gouvernement donc dédiée à l'agenda 2030 vous permet de sélectionner un ODD en particulier. Vous avez les enjeux spécifiques à la France, mais vous avez aussi tout un descriptif sur les enjeux internationaux. Donc c'est assez simple et du coup, ça vous donne aussi une idée de comment vous pourriez construire votre projet pour vraiment prendre en compte cette dimension internationale. On l'a à peine dit jusque-là, mais c'était un petit peu dans l'intitulé des RDJSI, qui sont des réseaux départementaux jeunesse, du coup, et solidarité internationale. Donc, nous, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une spécificité que l'on a et c'est vraiment une décision du COPIL, c'est qu'on s'adresse aux jeunes de moins de 30 ans dans le cadre de ce programme-là. Et puis, la spécificité de la phase 3, c'est qu'on a augmenté l'âge aussi pour des jeunes, du coup, en situation de handicap, donc à l'âge de 35 ans. Comme je vous le disais, il faut que le projet soit mené en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, ça fait pas partie des critères, mais en tout cas, les projets qui vont s'adresser à des publics dits éloignés, notamment issus de quartiers politiques de la ville ou qui habitent en milieu rural, voilà, on va les regarder d'un peu plus près, tout simplement aussi parce que c'est une demande du bailleur. Et si vous-même vous identifiez que votre public il est éloigné pour d'autres raisons que ces deux critères très objectifs et très descendants de l'Agence française de développement, on est tout à fait ouvert euh, à ce type aussi voilà, d'argumentation. Et donc, vous pouvez vous adresser à un public scolaire ou non, enfin, c'est pas du tout fermé. Donc voilà, on va dire que les critères pour les publics sont assez larges, si ce n'est qu'il faut que ça s'adresse à des jeunes. Si les bénéficiaires indirects ne sont pas jeunes, de type parents, vous pourrez aussi tout à fait valoriser en fait cela hein, dans vos projets. Donc on en arrive plutôt à la phase, donc les financements possibles. Dans la phase 2, il y avait 2 types de dispositifs qui étaient mis en place. Donc une subvention qui pouvait aller jusqu'à 2 000 € ou une subvention qui était comprise entre 2 000 et 5 000 €. Et en fait, les attendus en termes de reporting étaient un peu différents. Donc on avait essayé d'alléger au maximum le reporting pour des projets qui étaient financés avec moins de 2 000 € de subvention. Les règles de reporting ont un peu changé. Elles se sont, ça va être une bonne nouvelle pour celles et ceux qui nous connaissent déjà, mais elles se sont allégées. Donc vous n'allez plus devoir faire justifier vos dépenses à l'euro près. Mais on va garder ces 2 types de dispositifs. Je pense que ce qui va être plutôt différent pour une subvention à moins de 2 000 €, alors qu'une subvention comprise entre 2 000 et 5 000 €, ça sera un peu le formulaire de candidature qui sera un petit peu plus léger, je pense, pour la première type de demande.
Et donc, on demande qu'il y ait un cofinancement de minimum 35% du budget total de votre projet. Par contre, ce qui est intéressant sur ce programme-là, c'est que ça peut être essentiellement de la valorisation. Donc, si vous êtes une structure qui ne fonctionne qu'avec des bénévoles, c'est tout à fait possible d'apporter des cofinancements qu'avec des heures bénévoles. Par contre, il faudra quand même montrer que votre projet voilà, à quoi a servi l'argent. Et donc, ça peut être très bien pour payer un prestataire. D'ailleurs, je pense que c'est la slide tout à fait d'après, mais après, vous aurez la liste des dépenses éligibles pour mener à bien votre projet. Donc, juste un état des lieux du calendrier pour vous donner une idée du timing. Là, on est vraiment sur la phase de lancement. Donc, vous allez avoir des webinaires d'information si vous voulez aussi relayer, évidemment, l'information à d'autres structures avec lesquelles vous êtes en contact, n'hésitez pas. C'est vraiment le moment de le faire. Et puis aussi, dans certains départements, il y aura des points d'information faits plus spécifiquement auprès des acteurs. Et puis, il y aura le lancement dès la fin, à l'issue de ce webinaire, il y aura déjà des accompagnements individuels pourront être lancés avec l'identification notamment de vos besoins en formation, en accompagnement, voire en financement. En 2026, c'est vraiment là qu'on va mettre en place donc des jurys pour obtenir les financements. Je vais vous présenter le calendrier et le fonctionnement juste après. Et il y aura aussi un événement régional, je vous en ai parlé en introduction, donc soit fin 2026, début 2027, on ne sait pas encore, parce que ça sera un événement qui sera commun avec un autre programme dont je vous ai parlé, Connect for Global Change, et qui permettra aussi de faire du lien avec encore d'autres lauréats qui sont peut-être un petit peu plus expérimentés sur les questions d'éducation et citoyenneté mondiale. Et en 2027, les projets se terminent et ça sera plutôt la phase du coup de reporting qui sera à l'œuvre. Donc voici un calendrier des jurys. Donc pour obtenir un financement, effectivement, il va falloir présenter à l'oral son projet. En l'occurrence, vous aurez eu tout un accompagnement en amont pour que votre projet soit un peu clé en main lors de la session du jury. Donc, il n'y a pas de stress à avoir particulièrement sur ces sessions de jury. Il y aurait donc 10 à 15 minutes de présentation orale et puis 10 minutes d'échange avec les membres du jury. Chaque jury sera composé idéalement de 3 personnes, donc une personne de RESACOP, une personne d'un réseau départemental jeunesse et solidarité internationale qui ne vous a pas accompagné, du coup, sur votre projet, et puis une personne aussi extérieure au COPIL. Donc, si par exemple, vous n'êtes pas une structure éligible pour avoir un financement et que vous êtes intéressé pour faire partie du jury, je pense notamment au SDJUS, je sais que certains SDJUS vont faire partie du jury, donc n'hésitez pas aussi à prendre contact avec nous. On s'est aperçu qu'un projet durait en moyenne, jusqu'à 6 mois en termes d'activité. Et par contre, il y a vraiment une date butoir pour la fin des projets, il s'agit du 31 mars 2027. Et comme je le disais aussi au préalable, les demandeurs principaux qui ont obtenu donc lauréat du programme Connect for Global Change auront leur jury dédié en septembre. Donc comme vous le voyez, vous avez des dates limites d'envoi du dossier de candidature qui sont quand même très proches de la session de jury. Et ensuite, on vous a donné des dates indicatives de réalisation de votre projet par rapport au jury où vous allez passer. C'est vraiment à titre indicatif. En fait, dans cette phase 3, l'AFD nous a pas trop facilité la tâche. Il faut qu'on obtienne l'accord de l'Agence française de développement avant de pouvoir vous signer une convention de financement. Donc, il y a un petit délai entre le passage en jury et le début du projet. Ça a une incidence notamment sur vos dépenses éligibles. On est en train de travailler ça, on est en train de faire du plaidoyer pour le coup en interne pour un petit peu rendre les choses un petit peu plus flexibles. Mais en tout cas, ça vous donne quand même une idée de ça. On va dire que c'est un calendrier qui vous sécurise. Voilà. Si on peut faire mieux, on essaiera pour que notamment vos dépenses puissent être éligibles, pourquoi pas dès la notification du jury.
c'est un petit peu notre objectif, je vous avoue. Mélodie, juste une petite question. Au sujet des... Donc là, on parlait des jurys. Il y a une question qui porte sur le fait d'avoir un besoin d'accompagnement. Enfin, est-ce qu'une association qui veut déposer un projet doit obligatoirement être accompagnée en amont? Donc c'est une bonne question. Il y a différents stades d'avancement de certaines structures. En l'occurrence, il faudra nécessairement prendre contact avec le RDJSI de votre territoire. Donc c'est à ce moment-là en fait que votre RDJSI va vous flécher sur plutôt de l'accompagnement ou de la formation, ou si vous êtes prêt et que votre projet est clé en main, pas nécessairement, mais je laisse aussi les autres RDJSI compléter. Oui, Cécile. L'esprit des jurys, c'est d'être des jurys plutôt de validation et d'échange avec des personnes qui pourraient avoir des conseils ou qui pourraient avoir des questions pour vous pousser à aller plus loin dans les projets. Donc le but de l'accompagnement aussi, c'est de faire en sorte qu'au moment où les projets passent en jury, ils soient quasi validés d'avance, en quelque sorte. D'où l'intérêt aussi de l'accompagnement. Ça peut être des accompagnements légers, entre guillemets, donc juste avoir contact avec nous, vérifier que le dossier est bien rédigé, etc., avant de passer en jury. Voilà. Oui, c'est-à-dire que si vous déposez votre dossier à un jury et que personne n'a entendu parler de votre structure au préalable, donc aucun membre du COPIL n'a entendu parler de votre structure, je vous conseille vraiment pas, c'est effectivement pas l'esprit du programme Récital. Est-ce que ça répond à la question? On avance et puis s'il y a... Ah, oui. Une autre question. Est-ce que 2 antennes sur des départements différents d'une même association peuvent être chacune lauréate pour un financement? Donc là, ça fait référence au CFD, par exemple. Deux antennes différentes du même département? Non, a priori, ça pose pas de problème. Et les départements différents, c'est la même chose. Encore moins. Ouais. C'est tout bon? Oui, c'est bon. Super. Donc, bon, des listes à l'après-vert, hein, pour au moins, j'ai aussi fait cette présentation qui sera mise en ligne sur le site internet de Résacoop, donc pour que les personnes aient des infos clés en main. Donc sur les projets éligibles, c'est un peu un résumé récap de tout ce qu'on vient de présenter jusque-là. Mais c'est quand même intéressant aussi de voir les projets qui ne sont pas éligibles, pour bien distinguer ce que c'est un projet d'éducation à la citoyenneté mondiale et puis de mobilité internationale. Ça, clairement, le programme Récital ne finance pas de voyage, ni individuel ni de groupe. Donc c'est d'autres dispositifs qu'il faudra solliciter pour une mobilité internationale. Ils existent et donc votre RDJSI pourra vous renseigner là-dessus. Tous les projets aussi de récolte et en dons de matériel, les projets de vente de produits, voilà, les projets où c'est effectivement qu'un projet qui a pour mission principale de promouvoir l'association, les projets qui sont uniquement basés sur la découverte d'un pays, d'une zone géographique. Si ça a un lien avec les ODD, pourquoi pas, mais voilà, enfin, c'est votre RDGSI de toute façon qui vous accompagnera aussi pour que votre projet réponde aux exigences du programme. Effectivement, ça pourrait être aussi une question, ça rejoint un petit peu la question du CCFD. Vous pouvez avoir un projet qui a des activités en région Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi en dehors, et ça fait partie du même projet. Donc effectivement, il faut quand même que les activités se passent sur le territoire régional. Bon, et puis je présente pas le dernier projet non éligible. En termes de dépenses aussi, ça vous donne une idée de quelles dépenses sont éligibles et celles qui ne le sont pas.
Faut que les dépenses, effectivement, dans le cadre d'un projet d'éducation à la citoyenneté mondiale, les dépenses sont nécessairement réalisées en France. Et là, en l'occurrence, en Auvergne-Rhône-Alpes, même si il est possible que vous fassiez appel à un prestataire qui vienne d'une autre région. Ça, c'est possible. Et donc, c'est une dépense qui serait éligible dans ces cas-là. Mais en tout cas, ça sera une dépense réalisée en France. Il faut savoir qu'il y a des frais de fonctionnement, effectivement, de l'association. Vous pourrez, il y a un montant forfaitaire, en fait, qui inclut tout ça. C'est des formulaires qu'on va vous envoyer de toute façon, et tout sera bien indiqué dans le formulaire. Et encore une fois, vous avez un accompagnement pour vous aider à remplir les documents de candidature, en sachant que, vu les montants, c'est des candidatures, notamment pour le financement, qui sont assez light, hein. Donc les frais de déplacement, d'hébergement, de restauration, ça c'est éligible. Les prestations, j'en ai parlé. Les dépenses RH, effectivement, c'est aussi éligible. Impression, achat de petits matériels qui va servir à la réalisation du projet. Et puis, comme je vous le disais aussi, les dépenses en valorisation. Donc ça, vous pourrez vraiment les valoriser, notamment bénévolat, mais pas que. Ce qu'on appelle de la valorisation, ça peut être du bénévolat, ça peut être des avantages en nature que vous avez eus par la mise à disposition, par exemple, d'une salle, mais aussi, par exemple, de conseils, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui est salarié d'une entreprise, c'est du mécénat de compétences, ou une personne dans l'administration publique qui vous a aussi, je sais pas, qui a participé à un événement, en tout cas qui vous a aidé à réaliser le projet, ça peut aussi être valorisé. Donc je vous disais, en termes d'éléments dans le dossier de candidature, c'est un formulaire de candidature, un budget prévisionnel, et puis l'envoi de quelques documents administratifs qui nous permettront juste de constituer la convention de financement. Donc, comme vous l'avez vu, il n'y a pas spécialement de critères sur la logique partenariale d'un projet. Bon, nous, on y est toujours un petit peu sensible. Donc, si vous avez des partenaires, c'est super, c'est toujours mieux, mais c'est pas une obligation. Et en l'occurrence, si vous avez des partenariats et que vous pouvez faire une déclaration de partenariat, n'hésitez pas aussi à le mettre dans le dossier de candidature pour valoriser cette logique multi-acteurs et partenariale, globalement. Une fois que vous avez obtenu votre financement, vous allez recevoir une notification du jury. En gros, vous passez devant un jury, la notification peut aller assez rapide, elle peut être assez rapide, on va dire dans les 2 semaines suivant le jury. Et en l'occurrence, une fois que vous avez obtenu ce financement, on va signer la convention de financement. Et donc, vous avez quelques obligations, notamment c'est de vous référencer dans l'annuaire du coup de Resacop et de remplir une fiche projet du coup sur notre site internet. Et donc ça, on pourra vous expliquer aussi comment faire. C'est aussi vous engager à participer à l'événement régional, donc notamment, Sandrine en parlait, pour créer des partenariats, agrandir son réseau. Le mieux, c'est quand même de rencontrer les gens. Et donc, ces événements-là servent à ça. Et puis, évidemment, vous avez une obligation de reporting. Donc, c'est un petit bilan narratif et financier. Et puis, on indiquera, notamment dans la convention, un livrable sur lequel on s'est mis d'accord. Donc, comme je le disais, vous n'allez pas devoir justifier vos dépenses à l'euro près. Ce sera vraiment un livrable qui, pour vous, vous considérez que c'est pertinent. Nous aussi, on se met d'accord en amont. Et ça sera un livrable qui sera écrit, du coup, dans la convention de financement. Alors, quelques chiffres propres à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, l'idée dans la phase 3, c'est vraiment de couvrir 11 départements. Pour vous donner un ordre d'idée, dans la phase 2, on a réussi à en couvrir que 7. Donc, on aimerait bien financer des projets vraiment sur tout le territoire cette fois. L'objectif, c'est d'organiser 21 formations en région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça représente 240 personnes formées. Donc ça, c'est un objectif qu'on avait atteint pour la phase 2. Comme vous le voyez, on a un objectif d'accompagner plus de structures que de n'en financer, puisqu'il y a des structures qui ont vraiment besoin
d'abord d'être accompagné avant de solliciter des financements. Et donc, l'idéal, ce serait de pouvoir financer 40 projets avec une enveloppe budgétaire de 120 000 € de subventions à distribuer, ce qui représente du coup en moyenne un financement de 3 000 € par association qui souhaite demander une subvention. C'est pour ça qu'il y en aura qui seront à moins de 2 000 €, d'autres qui auront peut-être 3 000, d'autres peut-être 5 000. Enfin voilà, c'est variable, ça va vraiment dépendre aussi de vos ressources internes et de vos ambitions en termes de projet. L'objectif est de toucher 1 600 bénéficiaires directs ou indirects. Mélodie, par rapport aux enveloppes, il y a une question. Est-ce qu'il y a une enveloppe maximum par jury ou est-ce qu'il est possible qu'à partir du deuxième jury, par exemple, il n'y ait plus de fonds? Ça sera pas possible parce qu'un jury, on reçoit 8 projets. Donc déjà, au deuxième jury, il restera des fonds. Mais c'est vrai que le COPIL, en fait, avec les critères dont je vous parlais, en fait, déjà, on ne sait pas qui va postuler à l'avance. Donc c'est un peu délicat pour nous de vous dire, dès maintenant comment va se passer ces sessions de jury. On a, nous, des critères, comme je vous le disais, notamment de couverture régionale, le fait qu'on sait qu'il y a certaines structures qui ont déjà bénéficié de financement. Voilà, tout ça, c'est des choses que, au niveau du COPIL, on discute. Et c'est pour ça d'ailleurs que le jury de septembre, par contre, il y a moins de chances qu'il y ait des fonds disponibles, mais en fait, on ne sait pas. À savoir que pour la phase 2 de Récital, pour vous donner un ordre d'idée, à 6 mois de la fin de la phase 2, il nous restait des fonds. Donc en fait, voilà, malheureusement, j'ai pas de boule de cristal. Ça va vraiment dépendre des candidatures qu'on va recevoir, des projets que vous allez soumettre, de l'état d'avancement des projets. Il faut que le calendrier, voilà, corresponde aussi aux actions que vous souhaiteriez mener. Désolée de pas avoir une réponse ferme. Si je peux me permettre, pour compléter, tous les membres des RDJSI et nous, à RESACOP, on est en lien constant. Donc, on fait partie du COPIL et on discute entre nous. On sait combien de structures on accompagne. On sait combien vont être prêtes à déposer au début, enfin, dans les premiers jurys et ceux qui vont déposer un petit peu plus tard. Donc voilà, on échange constamment et on aura un ordre d'idées, en tout cas, qu'on pourra vous communiquer aussi au fur et à mesure. Mais je pense que c'est la slide suivante aussi qui va peut-être compléter et répondre à quelques interrogations. Ce ne sont que des chiffres donnés à titre indicatif. Et justement, c'est parce qu'on est tout le temps en lien et qu'on a des objectifs communs, notamment au niveau de la couverture territoriale, qu'on vous donne ces chiffres. Mais ce ne sont pas des chiffres gravés dans le marbre. Et puis aussi, comme le disait Antoine, il y a sur certains territoires, il y a un tissu associatif très dense. Donc ça fait aussi qu'il y a des variations en termes d'enveloppes qui seront distribuées sur certains territoires plutôt que d'autres. Mais des fois, c'est juste aussi une question de ressources internes. Comme vous disiez Estelle, ils sont que 2. Donc en fait, ils vont pas pouvoir accompagner 30 structures, quoi. Et donc voilà, c'est beaucoup de critères comme ça qui rentrent en ligne de compte, qui vous donnent un petit peu des ordres de grandeur sur les au niveau des différents départements couverts. Je vous laisse en prendre connaissance. Je ne sais pas s'il y a vraiment matière à commenter et à rentrer dans le détail du détail. Mais s'il y a des questions là précises, que ça suscite certaines questions, c'est avec plaisir pour essayer d'y répondre. Mais voilà, c'est pour ça que vous avez des variations selon les territoires aussi. Enfin, c'est pour toute une raison de... Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Cécile, tu répondais dans le chat, mais tu peux peut-être compléter à l'oral, si tu veux. Ah, tout à fait. Bon. Il y a une discussion parallèle. Désolée, je regarde pas du tout le chat. Je précisais à Timothée que si des projets hésitent à demander des financements ou justement c'est tout le rôle de l'accompagnement en fait, c'est qu'on accompagne les projets en amont et nous en tant que RJSI, si on sait qu'on a des projets qui vont peut-être demander un financement un peu plus tard dans l'année ou qui en sont au stade de la réflexion, on peut
anticiper un petit peu et pendant les copiles dire attention, il faut qu'on se garde une petite enveloppe pour le jury 4 parce que j'ai encore moi 2-3 projets qui me demanderont un financement plus tard. Si c'est la surprise au 4e jury de oh, il y a hier quelqu'un qui m'a prévenu qu'il voulait encore soumettre, ça va être plus compliqué. Et tout ça, c'est dans justement l'intérêt du dialogue avec le RJSI. Et je répondais également à Sandrine qui demandait est-ce qu'on peut bénéficier des formations sans répondre à l'appel à projet. Tout à fait. Et c'est aussi, c'est pour ça aussi que ça s'appelle un parcours d'accompagnement et dans un deuxième temps de financement, c'est que les formations et les temps d'accompagnement sont ouverts à tous les projets. Il y a aussi, j'ai exemple de l'ISER, pour Récital 2, on a accompagné des projets qui au final n'ont jamais demandé le financement parce que c'était des projets qui ne correspondaient pas tout à fait à l'appel à projet, mais qui s'étaient manifestés pendant l'appel à manifestation d'intérêt et dont l'accompagnement avait du sens. Donc, être accompagné n'implique pas forcément de demander à être financé, mais demander un financement implique d'être accompagné. Voilà. Ouais, pas mieux dit. D'ailleurs, je devrais écrire cette phrase sur une des slides. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Donc là, on a mis tous nos contacts, puisqu'effectivement, comme le disait Cécile, l'idée, c'est vraiment que si vous semblez intéressé avec toutes les informations qu'on vous a données jusque-là, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter, en fait. Et on vous prendra un petit peu la main pour vous accompagner, voilà, soit par de la formation, soit par de l'accompagnement, soit par éventuellement un financement. Donc là, vous allez avoir chacun notre contact. Donc pour le RGSI de Drôme-Ardèche, donc coordonné par Roman, comme vous l'avez entendu, ils sont bien 2. Donc là, j'ai mis le contact d'Arthur, mais vous allez vous répartir après les accompagnements entre vous. Et puis, quand même, quelques documents qui peuvent vous être utiles, notamment pour mieux cerner qu'est-ce qu'un projet d'éducation à la citoyenneté mondiale. On a pas mal de documents disponibles sur notre site internet. À chaque fin de phase récitale, il faut savoir que nous, on publie un document de valorisation. Donc voilà, pour valoriser vos projets et du coup, qu'on puisse parler de vos projets, en faire état et pour que ça remonte parfois aussi, même au niveau du ministère, hein. Donc il y a 2 plaquettes qui ont été réalisées, de la phase 1 et de la phase 2. On a aussi actuellement un flyer récital qui est disponible en téléchargement si vous souhaitez aussi distribuer l'information sur le programme récital, c'est possible. Celui qui est disponible en ligne sur notre site internet, il est valable pour n'importe quel territoire. Si vous voulez des spécifiques à votre territoire, votre département, n'hésitez pas du coup à nous demander. J'ai pas mis le contact de Rouliane, mais en tout cas vous me demandez et puis on vous enverra le flyer dédié à tel département sans problème, puisqu'ils existent, qu'ils ont été déjà faits. Et enfin, ça date un petit peu maintenant, donc on espère pouvoir faire une nouvelle version, mais il y a un recueil de projets et de dispositifs donc, qui ont trait à l'éducation à la citoyenneté mondiale, mais aussi au dispositif de mobilité internationale, qui a été réalisé donc, en partenariat avec la DRAGES et qui est aussi disponible en téléchargement. On en a beaucoup aussi en version papier, donc si on avait besoin, n'hésitez pas à nous en faire la demande. C'est avec plaisir qu'on pourra vous en fournir. Quelques liens utiles aussi que j'ai répertoriés ici. Donc, comme je vous l'ai mis tout à l'heure, il y a la page internet du site de l'agenda 2030. Ça vous donne déjà quelques éléments sur les enjeux internationaux de chaque objectif de développement durable. Vous avez une page de présentation de Récital
de la phase 3 de Récital qui vient d'être mise à jour. On a créé une page internet avec plein de ressources sur l'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, n'hésitez pas aussi à aller y faire un tour. Et enfin, si vous voulez des exemples de projets, il y a aussi une page dédiée. Et donc, dans les documents que j'ai présentés juste avant, vous avez aussi plein d'exemples de projets. Donc, n'hésitez pas, si ça peut vous inspirer et vous donner envie. Je pense que déjà, le témoignage de Sandrine a, a bien suscité l'envie aussi. Donc, en tout cas, voilà, vous avez quand même beaucoup de matériaux à votre disposition. Et donc, encore une fois, pour répondre à la question qui a été posée, du moment que vous pensez être intéressé par par ce qu'on peut vous proposer dans le cadre de Récital, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et, et voilà. Je crois que c'était la dernière slide. Et s'il y avait des questions, du coup, un peu plus, qui demandaient peut-être un petit peu plus de temps, c'est avec plaisir qu'on pourra y répondre, ou s'il y a des choses qui n'étaient pas très claires. Oui, moi j'ai une question par rapport aux formations. Donc j'avais posé ma question dans le chat. Donc c'est fonction des départements, c'est des formations sur quelle thématique et c'est des formations en visio. Quelles sont les conditions pour s'inscrire? Oui, je laisserai peut-être Antoine répondre, notamment parce qu'il va intervenir dans l'Ain, donc le 5 février. Donc du coup, ça sera une formation sur l'éducation à la citoyenneté mondiale et les ODD sur une journée, qui va être notamment transmis aux professionnels jeunesse des accueils collectifs de mineurs. Donc il y a déjà une formation prévue dans l'Ain. On n'a pas encore le lieu exact. C'est votre collègue d'ailleurs qui est en train de chercher une salle pour nous, donc merci à elle. Et, et là, l'idée de... Donc, je sais pas si Antoine, tu es dans le coin. Parce que justement, donc en fait, Oui. ouais, super. Là, tu peux peut-être expliquer comment tu recenses les besoins en formation. Oui, tout à fait. Nous, ça va passer par je vais vous envoyer un lien Framadate. En fait, je vais faire un petit sondage en ligne pour essayer de recueillir un peu vos besoins en termes d'accompagnement. Puisque comme le présentait Mélodie, l'idée, c'est vraiment d'avoir un parcours qui soit le plus adapté à vos besoins possible. Donc pour ça, j'ai besoin de les recenser. Donc je vais vous envoyer un petit questionnaire en ligne à remplir. Et ça me permettra d'ajuster notamment le programme de formation. Si je vois que vous avez des besoins spécifiques sur des thèmes, vous travaillez plusieurs, je sais pas, hein, je dis n'importe quoi, mais sur la thématique de l'eau, par exemple, ça peut faire sens de prévoir une formation sur la thématique de l'eau. Pour le moment, il y en a plusieurs qui sont prévus déjà, deux formations un petit peu de type, j'allais dire, initial. L'idée, c'est vraiment de rentrer dans cette thématique de Lexi, des ODD, donc plutôt une formation un peu socle, quoi, qui aura lieu soit fin janvier, soit en février 2026. Il y a la formation dont a parlé Mélodie auprès des ACM dans l'Ain qui aura lieu en février. Ensuite, on aura un temps de co-développement qui sera animé par l'association Osons ici et maintenant. Et en fin de parcours aussi, j'ai prévu une séance autour de la méthode de projet et sur la démarche de reporting, d'évaluation. Et donc, du coup, il nous reste encore deux formations à prévoir et c'est d'où l'intérêt aussi de recueillir vos besoins pour voilà, adapter ce parcours de formation. Peut-être juste vous dire aussi l'idée de vous accompagner, d'être comme, enfin, c'est aussi de pouvoir, j'allais dire, faire une petite typologie de là où vous en êtes de vos projets. Est-ce que voilà, c'est une petite graine qui a encore besoin de germer? Et dans ce cas-là, on va vraiment vous accompagner de A à Z sur la construction du projet. Est-ce que vous avez déjà un projet qui est déjà un petit peu mature et dans ce cas-là, vous avez plus besoin de le faire grandir et là encore, on va adapter le parcours de formation. Est-ce que vous avez un projet qui est déjà presque ficelé et où votre demande, c'est surtout une demande de financement? Et là encore, on va adapter le parcours à ça. Donc, d'où l'intérêt aussi de ce parcours d'accompagnement, c'est vraiment de répondre à vos besoins au plus proche, quoi.
Et aussi peut-être, je sais pas comment ça s'était passé pour la phase 2, donc c'est un peu une question à mes collègues. Quand vous mettez en place une formation, l'idée aussi, c'est que vous communiquez sur cette formation. Donc, si vous êtes aussi vous êtes manifestez votre intérêt, vous serez informés, en fait, des dates de formation, voilà, en temps et en heure. Les formations, pour l'instant, il y en a qu'1 prévue dans l'Ain. Comme disait Antoine, s'il y a besoin d'une autre, spécifique, dans l'Ain, pourquoi pas? Mais il y en a aussi qui auront lieu plutôt sur Lyon, je suppose, Antoine? Et du coup, enfin, rien n'empêche un acteur de l'Ain de venir, sur Lyon, participer à une formation. Et les formations ne sont pas en ligne, globalement, mais il peut y avoir des webinaires, par exemple, en ligne. Donc là, ça sera des formats plus courts sur une thématique et on parlait de la communication tout à l'heure, mais ça peut être une autre thématique. Le reporting, je sais qu'il y a eu, dans la phase 2, un webinaire dédié, au reporting, donc pour expliquer, la démarche de reporting dans le cadre de récital. Je m'étais aussi déplacée auprès, du RDJSI que coordonne Antoine, pour, voilà, pour, en remettre une couche comme on dit et puis si jamais il y avait de l'aide, ben, enfin s'il y avait besoin d'aide, j'étais présente. Enfin, c'est vraiment la force de ce dispositif quelque part. Si vous avez, identifié des besoins sur, auprès de vos acteurs, là je pense surtout, au SDJUS, c'est vraiment le moment de nous faire remonter. Oui, nous, juste pour intervenir là-dessus sur les webinaires, on pensait en faire un au moins, parce que c'est vrai qu'entre le sud de la Drôme et le fin fond de l'Ardèche, voilà, la question, elle se pose clairement, et en termes de temps de trajet et de coût de trajet, donc ça, c'est des choses qu'on prévoira et qui pourra aussi s'ouvrir plus largement. Et oui, il faut s'adapter au territoire, c'est bien ce qu'on dit. Merci pour la précision, Estelle. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur, un autre sujet, Donc oui? Alors votre micro est toujours, éteint, malheureusement. Damien, vous avez une question? Ouais, sinon on prend Damien et Ouais, juste une rapide question. Je profite qu'il y a quelqu'un de l'association SCD avec nous. Est-ce qu'il y aurait des risques d'interférence de dispositifs si par hasard on voulait profiter de récital ODD, potentiellement même pour de l'accompagnement, mais surtout par la suite sur du financement, sur une action sur laquelle on va déjà bénéficier du soutien de SCD pour l'arrivée, la, comment dire, le financement en grande partie d'une personne en VSI qui va être avec nous. Est-ce que si c'est sur le même projet, est-ce qu'il y a des risques d'interférence ou est-ce que c'est faisable? Voilà. Tu veux répondre à cette question? à moi? Oui, je trouve que c'est une très bonne question. Effectivement, donc, ben, je suppose que tu parles du projet Prodige, du coup? Voilà, donc qui est financé par, l'Agence française de développement et effectivement, dans ce cadre-là, il faut vraiment faire attention, bah, à des projets, que vous auriez peut-être aussi par ailleurs financés par, française de développement. Je ne sais pas si c'est le seul, projet. En tout cas, merci de souligner cette situation. Je pense que ça va vraiment dépendre, du projet, en fait. Quel est, enfin voilà, comment est-ce que par exemple, si c'est pour financer, le temps d'un VSI dans le cadre de récital, ça marchera pas, clairement. Bon, en plus, bon, je sais oui, ça ne marchera pas. Mais si c'est pour une action particulière, enfin, voilà. Donc c'est pour ça que l'accompagnement, typiquement, il est, important. Parce qu'en fait, tout se discute et l'articulation, ça, c'est vraiment les RDGC qui peuvent vous accompagner, là-dessus. Donc Vous pourrez peut-être pas financer, mais c'est une question aussi que je me posais, si c'était par exemple possible de valoriser
le temps de travail des prodiges dans les 35% par exemple. Vous ne pourrez pas le mettre par contre dans, comment dire, dans le financement récital, puisque là, il y aurait un double financement du temps de travail des prodiges. Par contre, si vous le valorisez, je pense que là, c'est possible, par exemple. Et voilà, de financer effectivement des projets. Là, vous allez être plus là-dessus dans le cadre de récital. Dans le cadre de Prodige, on est plus sur les missions des volontaires sur lesquelles vous êtes, sur lesquelles ils sont en structure individuelle, quoi. Donc effectivement, veiller à ça, mais je pense que c'est toujours une façon dont on tourne les choses aussi. Mm. Et l'AFD nous encourage aussi à faire des passerelles entre les projets. Donc, enfin, vous n'êtes pas non plus, comment dire, rien ne vous interdit de mentionner les volontaires prodiges dans vos présentations de projets là, dans le cadre de récital. Il faudra faire attention et effectivement, comme le dit Mélodie, c'est important qu'on regarde, nous les accompagnateurs, comment on présente les choses pour pas que vous soyez ensuite embêté, quoi. Je veux pas prendre le risque lors des reportings que en cascade de reporting, ça finisse par poser souci, même pas Bien sûr. forcément auprès de nous, mais auprès de vous qui, en rendant des comptes à l'AFD, il y aurait double financement des mêmes choses, quoi. Non, tout à fait. Ok. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Je voulais Oui, prendre la oui. parole tout à l'heure, mais il y avait un problème avec le micro. Oui. On Oui? vous écoute. Oui, c'est Ah, bon. d'accord. Très bien, désolée. Pascal Fresso, je suis présidente de l'ONG AIODD, l'Alliance internationale pour les objectifs de développement durable. Voilà, donc on est vraiment connectés, mêmes ODD et aux mêmes préoccupations. Et donc peut-être juste une question, on n'a pas eu de financement en fait dans le cadre de Récital auparavant, mais donc là on va travailler sur un projet qui est l'organisation d'un tout un parcours en fait éducatif avec les jeunes pour le terminer en fait le 31 mars aux Nations Unies en fait dans le cadre d'une grande conférence sur le thème Réinventons la paix. Donc, on co-organise avec Sophia Strerwieler, la biographe du Dalai Lama. Donc, je voulais savoir si du coup, ce côté en fait accompagnement, sensibilisation et travail en profondeur avec de jeunes étudiants en fait d'écoles d'enseignement supérieur, dont Sciences Po Grenoble. Et voilà, l'IAE, Savoie Mont-Blanc, etc. Donc, c'est quelque chose qui permettrait potentiellement d'être éligible, hein, même si on n'a pas eu de financement auparavant. Alors, c'est même mieux hein, de ne pas avoir eu de financement auparavant, parce que Ah, nous, notre objectif, c'est vraiment de faire monter en compétences sur des projets d'éducation à la citoyenneté mondiale. Donc, bon, c'est super. pas que c'est mieux, mais en tout cas, non, c'est pas du tout un frein. D'accord. Euh, c'est plus en termes de date de votre action. Enfin, voilà, là, en fait, là, ça relève quasiment de l'accompagnement, mais j'ai l'impression que, enfin, ça dépend en fait. Vous voulez, si c'est de la formation, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout à fait, comme je disais, les formations sont à la carte et sont ouvertes à toutes et tous. Oui. Donc, Non, là, pour le c'était coup, plus. C'était. Parce que du coup, nous, on a vraiment l'expertise sur les ODD, puisque c'est notre spécialité. Donc, oui. la formation, ça, on peut la faire. Mais ravi de savoir que vous le faites aussi pour d'autres acteurs, ce qui est super. Mais par contre, c'est plutôt par rapport aussi au financement. C'est quand même un projet assez global. Et là, vraiment, la dimension internationale. Elle est vraiment hyper présente parce que du coup, on va mobiliser de jeunes ambassadeurs de plusieurs pays. C'est ce qu'on a fait aussi déjà l'année dernière. Et donc, il y avait plusieurs Love Force ambassadeurs de plusieurs continents. AIODD aussi présent dans une vingtaine de pays. Donc, on avait aussi travaillé avec un groupe de jeunes africains. Et là, en fait, l'année passée, on a eu 6 interventions de jeunes, 100 jeunes qui étaient présents à l'ONU, 6 interventions de jeunes et 6 ovations parce que les jeunes ont vraiment proposé des programmes d'action extrêmement pertinents en fait. Donc voilà, on est dans une contribution, on va dire, un peu intellectuelle qui ensuite remonte au niveau ministériel. Mais oui, oui, pas de problème. Mais par contre, moi, j'avais tiqué sur les dates. Peut-être que je me suis trompée. Ah, C'est 31 mars, c'est ça, jusqu'au 31 ouais, en mars. fait, le programme d'action, on va le commencer bientôt là. Ouais. Donc Mais sachant mi-novembre. que le premier jury, donc le premier jury pour obtenir des financements, j'ai le calendrier ici, je vais y revenir, en février. Et donc, c'est plutôt à partir du 1er avril pour un début de projet. Voilà, c'est ce calendrier Ok. auquel il faut se référer.
pour que vous Oui, puissiez planifier vos actions potentiellement éligibles. Pardon. d'accord. Donc il peut y avoir une avance sur trésorerie éventuellement, au cas où on soit éligible. Merci beaucoup. En tout cas, bravo, hein, c'est un magnifique projet. Et j'étais ravie aussi de travailler avec le CSCD, également le ministère et l'AFD dans le cadre d'une restitution de prodige. Voilà, donc j'ai aussi vu la grande diversité de projets qui étaient organisés et la belle créativité des jeunes aussi. Donc c'est vrai que c'est très chouette. Merci. Bravo. Et on va se retrouver à Soliway probablement. Oui, effectivement. Merci. Merci à Donc, il y vous. a deux autres questions. Je ne sais pas dans quel ordre, par contre. Je suis désolée, j'ai pas fait attention. En fait, j'ai le micro ouvert, je vais commencer du coup. D'accord. J'avais une question sur le petit matériel qui peut être financé. Est-ce que du matériel informatique est compris dans ce petit matériel ou pas? Alors, oui, ça peut, mais tout est encore une fois, désolée, j'ai Pas l'impression de faire justifié. zéro D'accord. réponse pile poil, mais Mais- pas ouais. très précise, mais tout dépend, effectivement. Enfin, il faut que le budget il soit équilibré. Il faut quand même que le budget serve à faire des actions de sensibilisation. Voilà. Hmm, C'est vraiment très bien. le plus gros du budget doit servir à ça. Et comme on est sur des petites enveloppes, du matériel informatique, ben voilà, ça peut aller vite. Ouais, je pensais à des Après, tablettes justement pour de la ouais, ouais. sensibilisation, pour les ateliers, justement des tablettes Mm. tactiles pour des Non, enfants non, qui. mais tout est justifiable du moment que Ok, c'est voilà, que c'est bien écrit dans le projet, à quoi ça sert, donc c'est que justifié. c'est vraiment nécessaire pour l'activité, c'est effectivement éligible. Très bien, merci. Siméon. Bonjour, Siméon, président de On the Green Road. Je me posais la question, enfin, les dates, c'est bien qu'on soit sur cette slide. C'était justement sur les dates indicatives et les 6 mois. Ouais. C'est vraiment quelque chose d'indicatif ou il y a quand même une durée limitée au projet ou est-ce que c'est justement avant le 31 mars 2027 qui doit être terminé et Ouais. c'est pas grave s'il dépasse un peu des 6 mois. Tu as quoi en tête? Parce que j'allais dire, pour moi, le 31 mars, c'est vraiment un impondérable quelque part. Oui, Euh, c'est ça. Non, je voyais voilà. les Alors, dates, par exemple, du 1er avril au 30 oui, septembre, du 1er juin au 30 novembre. oui. Celles-là, elles Et sont du coup, purement ces dates-là indicatives. sont moins impondérables. C'est pour ça qu'elles sont indicatives. D'accord. Et Voilà. donc, c'est défini dans la convention qui est faite après. Oui, on va sûrement mettre quelque chose là-dessus. Et après, encore une fois, en fait, les conventions, elles sont un peu faites sur mesure. Enfin, l'accompagnement, il est global, mais les conventions, elles sont. Enfin, l'accompagnement, il est global et sur mesure. Et les conventions, en fonction de votre projet, c'est l'avantage, c'est qu'elles peuvent aussi un peu être sur mesure en fonction de votre projet. Je ne sais pas ce que tu avais en tête, mais si par exemple, tu sais que tu as une action qui se termine, alors tu veux soumettre, tu veux passer en jury le 26 février et que ton projet se termine malheureusement le 15 octobre, bon ben voilà, ça, on en discute, on essaye de comprendre pourquoi ça peut pas être fait avant, etc. Enfin, tout ça, ça relève vraiment du rôle de l'accompagnateur. Et en fait, toutes vos questions montrent bien que l'accompagnement, il est vraiment essentiel, en fait. Parce que si on veut faire du sur-mesure, euh, pour le coup, enfin, il faut qu'on ait connaissance de votre projet. Pour nous, c'est l'accompagnateur qui détermine aussi que votre projet, il tient la route et pourquoi, par exemple. Je sais qu'on a des cas où, quand c'est des accueils collectifs de mineurs et qui veulent peut-être faire un projet sur 2 phases de vacances scolaires, bon, ben, les 6 mois, ils vont vite passer. Mais nous, on donne ça à titre indicatif parce qu'en général, quand même, un projet de CSI, avec ce type de montant, ça dépasse rarement 6 mois. Alors, il y a la phase de préparation, hein, je suis d'accord. Mais c'est un peu pour vous donner l'esprit. C'est qu'on veut pas que ça dure 2 ans, quoi. En gros, ça, c'est pas possible, surtout vu les financements qui sont attribués. Et que aussi, nous, derrière, on a des comptes à rendre. Ça a été dit par Damien, je crois. On a des comptes à rendre à l'AFD et donc nous aussi, on a des délais à respecter. Donc voilà. Mais tout ça, c'est beaucoup de co-construction. D'accord, merci beaucoup. Et j'ai une deuxième question que je me posais, c'est le format de restitution. Alors déjà, je trouve ça très chouette qu'on soit sur quelque chose de moins formel que c'était le cas dans ODD2. Bravo d'avoir réussi à obtenir ça. Et je me demandais, enfin,
enfin, est-ce que tous les formats sont envisageables? Enfin, bien sûr, en discussion avec la personne référente. Est-ce que, enfin, nous qui sommes un peu spécialisés dans l'audiovisuel, est-ce que des formats podcast, est-ce que des formats vidéo de restitution seraient envisageables? Comme un élément de reporting, tu veux dire? Ouais, oui, tout à fait, ouais. Je me permets d'intervenir, je pense que Ouais, tu parles des livrables, De peut-être ce- le Ouais, livrable c'est qui ça. vous est demandé, Mm. est-ce que ça peut être ouais, sous un format vidéo par exemple? tout à fait, ouais. On n'en est pas là, parce que moi, il faut que je me coordonne avec tous les autres, enfin mes homologues dans les autres régions. On n'en est pas là. Après, en fait, il y a quand même des critères qui doivent être, est-ce que le livrable, il doit être produit par l'association elle-même ou non? Enfin bon, je vous avoue que pour le coup, là aussi, ça va être de la co-construction, mais en fait, vous allez autant, on veut bien, voilà, être conciliant sur des dates, des choses comme ça, mais je pense que vous allez devoir être conciliant aussi sur nous, ce qu'on nous demande. Typiquement, je pense qu'en termes de livrables, ce qui sera par contre possible et ça sera peut-être même plus simple parfois, c'est les fameuses feuilles d'émargement. Voilà, des choses qui prouvent que l'action a été le projet a été réalisé. Pour moi, un podcast en fait partie, mais encore une fois, je préfère, pas m'avancer et du coup, c'est bien qu'on ait aussi ce temps d'échange-là, parce que nous, on prend note et moi, ça me permet aussi d'en référer, heu, voilà, plus haut. Très bien, merci. Excusez-moi, j'avais une autre question, comme les dates ont été données, enfin, vous avez évoqué des dates. Au niveau pareil, des subventions, revenir sur ça, j'avais pas compris, est-ce que la date d'indicatif de réalisation du projet correspond à la date à laquelle la subvention est perçue? Non, c'est pas forcément lié, mais Ouais. c'est une très bonne question. En fait, tout à l'heure, je disais qu'effectivement, dans la phase 2, c'était assez flexible parce qu'il y a des choses, mieux par rapport à la phase 2 de récital, puis il y a des choses peut-être un peu moins bien. On a gagné sur certaines choses et puis voilà, on a un peu, reculé sur d'autres. Donc pour la phase 2, ce que je peux dire, c'est que dès qu'il y avait un jury et que vous receviez la notification du jury, moi, je suis arrivée sur la fin de la phase 2, donc j'ai envoyé quelques notifications de jury et ça s'est fait, comme je vous le disais, assez rapidement après le jury. À partir du moment où vous aviez la notification, du coup, positive de la part du jury, vos dépenses étaient éligibles. Ça ne veut pas dire que vous perceviez, le jour même, la subvention. Et là, Ok. ça sera d'autant moins le cas qu'il nous faut l'accord de l'AFD. C'est ce que j'ai aussi, tenté d'expliquer, sur une autre slide. Cet accord, ce qu'on nous a dit, enfin ce qu'on nous a promis, c'est qu'on l'a, 1 mois après, que moi j'en ai fait la demande quoi, en gros. Donc il faut que je sois réactive entre le moment où il y a le jury, le moment où je connais la réponse du jury. Comme l'a dit Cécile, en principe, vous avez été accompagné, il y a pas trop de suspense sur le fait que votre structure, elle a ou non la subvention. Mais en l'occurrence, s'il faut qu'on attende en fait, ça sera pas avant 1 mois que vous aurez les financements et c'est pour ça que ces dates indicatives aussi, elles sont là. Soit vous êtes en mesure de faire de l'avance de trésorerie et vous commencez votre projet, dès la notification du jury, mais c'est un peu à vos risques et périls, pour le coup, parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais l'AFD ne donne pas son accord. Bah, en fait, vous avez passé du temps sur votre projet, donc vous avez fait des dépenses et nous, on pourra pas vous payer, donc c'est un peu Ok. dommage. Donc on va dire que ces dates-là, c'est le scénario, le pire, j'ai envie de dire. Ok. Voilà. Heu, pareil, c'est pas blanc ou noir, quoi. J'espère que Merci. ça répond un peu à la question. Oui, à peu près. Enfin, du À peu coup, près, voilà. ouais, c'est ça. Si je reviens vers vous avec: «C'est bon, à partir de la notification du jury, vos dépenses sont éligibles», bon déjà ça sera mieux, mais c'est vrai que ça veut quand même dire que vous prenez un risque. Parce que Ouais, nous, on je va en faire comprends. la demande à l'AFD, mais il y a aucune raison qu'ils disent non, mais s'ils disent non, on se retrouve un peu tous frustrés, tristes, enfin voilà et je sais pas si c'est le but non plus, surtout pour les sommes, dont on parle. Très bien. Non, mais ça répond à la question. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus?
ou d'autres questions tout court? Bah, écoutez, je regarde, s'il y a vraiment pas d'autres questions, je vais pouvoir vous libérer un peu plus tôt, c'est jamais désagréable. Merci d'avoir, sucré votre pause déjeuner, pour écouter ce webinaire. J'espère que, voilà, c'est plus clair pour vous, en tout cas. N'hésitez pas, du coup, à prendre contact avec les RDJSI, concernés, heu et puis, heu et puis on mettra en ligne, du coup, déjà vous allez recevoir cette présentation, le replay, puisque vous êtes inscrits, et on mettra aussi en ligne, cette présentation si vous voulez la diffuser, à d'autres acteurs, voilà. Merci beaucoup.